Je suis vraiment contente d'être ici ce matin. Puis en fait, aujourd'hui, je vais vous présenter un projet qui vise à étudier en fait à grande échelle les pratiques dans les maisons d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales au Québec. Puis je vais vous expliquer un petit peu comment on s'y est pris, puis ça a été quoi la démarche qu'on a entamée, puis je vais terminer avec les conditions gagnantes. Donc, essentiellement, c'est un projet qui a débuté il y a quelques années. C'est quand je faisais ma thèse de doctorat, j'étais vers la fin, puis je me suis intéressée dans ma thèse de doctorat à l'historique des pratiques dans les maisons d'hébergement pour femmes, donc des années 70 à aujourd'hui. Puis j'ai eu des discussions avec ma directrice de thèse, Dominique Damas, qui m'a dit « Isabelle, il faudrait vraiment trouver une façon d'évaluer ce qui se fait dans les maisons d'hébergement au Québec. » Pour savoir est-ce que les pratiques fonctionnent, quel effet ça a sur les femmes. On a des études ici et là, mais des études qui évaluent les pratiques, on n'en a pas. Donc, on a eu beaucoup de réflexions, on a eu des discussions, puis éventuellement, j'ai approché le regroupement et la fédération. Donc, pour celles de l'extérieur, ce sont les deux organismes parapluies qui chapeautent les maisons d'hébergement au Québec. Je leur ai demandé si elles étaient intéressées à avoir une discussion sur la façon dont on pourrait évaluer leurs pratiques. Puis évidemment, ce n'est pas évident parce que d'aller évaluer des pratiques, il y a quelque chose de très intrusif aussi. Puis il y a quelque chose de sensible aussi, surtout quand, je vous dirais, quand on travaille avec les victimes. Parce qu'au niveau des agresseurs, il y a des choses très concrètes qu'on va aller mesurer. Si on pense en violence conjugale, essentiellement, au niveau des agresseurs, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce qu'il y a des changements d'attitude et est-ce qu'il y a des changements de comportement? Alors qu'au niveau des services qui sont offerts auprès des victimes, bien, les victimes arrivent en maison d'hébergement avec des parcours différents, avec des besoins différents. Elles n'ont pas les mêmes priorités. Fait que comment on évalue si les pratiques fonctionnent ou non, compte tenu que les femmes arrivent avec des besoins différents? Mais peu importe, elles ont embarqué dans le projet, puis ça a été emballant. Et mis à part les deux organismes, c'est un partenariat aussi avec l'Université d'Ottawa, l'Université de Montréal et l'Université Laurentienne. Et depuis, on a eu 2 subventions du CRSH pour mener le projet à terme. Donc, l'objectif de notre projet, c'est d'étudier les pratiques dans les maisons d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales au Québec. Et on le fait le projet en 2 phases. Donc, dans la première phase, on a bâti nos outils. On a développé des outils en français qui permettraient d'évaluer ce qui se fait dans les maisons d'hébergement. Et il y a 4 outils qui ont émergé de cette première phase-là. La première, qui est une échelle de reprise du pouvoir des femmes sur leur sécurité, qui est une échelle psychométrique qu'on a validée. Je vais vous en parler dans quelques secondes. La deuxième, c'est une échelle des pratiques centrées sur les femmes, également une échelle psychométrique, qu'on n'a pas eu la chance de valider, mais qu'on a traduit, pré-testé. On a développé aussi comme équipe un questionnaire sur les services reçus en maison d'hébergement et finalement un questionnaire qualitatif post-hébergement. Et aujourd'hui, ma présentation va surtout porter sur le troisième outil, donc le questionnaire sur les services qui sont offerts en maison d'hébergement. Et à partir de ces outils-là, on a fait une demande au CRSH, puis on a obtenu une subvention pour déployer nos outils et faire l'évaluation des pratiques. Et là, la première grosse question qu'on s'est posée, c'est « mais qu'est-ce qu'on va étudier? Quelles pratiques on va étudier? » Puis, quand on regarde historiquement, dans les maisons d'hébergement, il y a deux concepts qui sont assez fondamentaux et qui ont traversé l'histoire des pratiques. Le premier, c'est assurer la sécurité des femmes et des enfants. Ça, c'est généralement toujours au cœur des pratiques. Et l'autre, c'est amener les femmes dans une reprise de pouvoir sur leur vie. Donc, toute la notion d'empowerment. Mais quand on les regarde séparément, c'est assez difficile d'évaluer les pratiques sur une ou l'autre de ces composantes-là. Je vais vous donner un exemple. En termes de sécurité, c'est très, très difficile d'évaluer si les pratiques sont adéquates parce que, ultimement, il y a une personne qui va décider si une femme va être en sécurité ou non, puis c'est son ex-conjoint violent. Fait qu'une femme peut recevoir les meilleurs services en maison d'hébergement, on peut faire un excellent plan de sécurité, les pratiques peuvent être adéquates, mais
si le conjoint continue de la harceler, puis c'est assez difficile de savoir si nos pratiques sont bonnes. Et la question de l'empowerment ou de la reprise du pouvoir, ça aussi, c'est difficile de l'évaluer parce que c'est un concept qui est tellement galvaudé. Puis quand on va regarder un petit peu la littérature sur le sujet, ce qu'on se rend compte, c'est que ce qu'on se rend compte, c'est que l'empowerment, on ne peut pas dire si quelqu'un est, je vais prendre un anglicisme, là, empoweré ou non, parce que l'empowerment, c'est spécifique à certaines sphères de notre vie. Fait que, par exemple, une femme qui est avocate, qui travaille dans un grand cabinet privé, elle fait 200 000 par année, elle peut avoir un très haut niveau d'empowerment dans son travail. Mais quand elle arrive à la maison avec son conjoint violent, l'empowerment peut être très faible. Fait que dépendamment dans quelle sphère de notre vie, dans la maternité, au niveau du travail, l'empowerment n'est pas le même. Donc, et en termes de violence conjugale, en fait, ce qui est plus intéressant, c'est d'étudier l'intersection de ces deux concepts-là, qui s'appelle reprise du pouvoir sur sa sécurité. Qu'est-ce que c'est que cette reprise du pouvoir-là sur la sécurité qu'on va évaluer? En fait, c'est un concept qui cite dans quelle mesure une femme dispose des ressources internes dans ses démarches pour assurer sa sécurité. Donc, je sais quoi faire et je sais comment le faire. C'est se prévaloir de l'aide disponible. Je sais où aller chercher de l'aide si j'en ai besoin. Je sais que les services vont être bons. Et croit que ces démarches pour assurer sa sécurité ne lui créeront pas d'autres problèmes tout aussi difficiles. Par exemple, oui, c'est beaucoup de pertes de quitter mon conjoint violent, mais je sens que je vais être capable de le surmonter. C'est ça la reprise du pouvoir sur la sécurité. C'est le sentiment que tu reprends du pouvoir dans cette sphère-là de ta vie qui est ta sécurité. Et ce concept-là, la reprise du pouvoir sur la sécurité, ça se mesure avec une échelle psychométrique à 13 items qui est regroupée en 3 facteurs et qui a été initialement validée sur un échantillon de 230 femmes aux États-Unis et que nous, on a, avec la permission de l'équipe américaine, on a importé au Québec. On a traduit, pré-testé avec des intervenantes en maison d'hébergement, avec des femmes, sur un échantillon de 189 femmes qui ont reçu des services en maison d'hébergement. Donc ça a été un peu une grosse partie du travail. Là, ça a été 2 ans de travail de traduire, d'adapter, de valider cette échelle-là. Puis on a eu des résultats assez positifs. Fait que là, comme équipe, on s'est dit, OK, on va s'intéresser à la reprise du pouvoir des femmes sur la sécurité. Puis c'est bien beau de savoir, est-ce que les femmes reprennent ou non du pouvoir sur leur sécurité quand elles reçoivent des services en maison d'hébergement? Mais on va mettre ça en relation avec quoi? Ça a été la grosse question, puis on a fait face à 2 problèmes. Le premier problème, c'est qu'au Québec, les pratiques ne sont pas uniformes d'une maison à l'autre. Fait qu'on ne pouvait pas dire, on va aller évaluer si les femmes qui prennent le programme de dévictimisation reprennent du pouvoir sur la sécurité, parce que ce programme-là n'est pas offert partout. Chaque maison a, oui, il y a des similarités, mais chaque maison a ses pratiques, ses façons de faire. Fait qu'on s'est dit, comment est-ce qu'on va évaluer alors que les maisons n'ont pas les mêmes pratiques? Ça a été notre premier dilemme. Et notre deuxième dilemme, c'est qu'éthiquement, on ne pouvait pas vraiment avoir de groupe contrôle. Parce que, en fait, si on veut étudier ce qui se passe pendant un séjour, un groupe contrôle, ce serait des femmes qui n'ont pas eu accès à des services en maison d'hébergement, donc qui ont appelé, qui n'avaient pas de place, qu'elles ont eu un refus de service. Fait qu'éthiquement, on ne se voyait pas appeler ces femmes-là, puis je ne pense pas que les comités d'éthique nous auraient permis de le faire de toute façon. Fait que là, on s'est dit, bon, face à ce dilemme-là, on va aller sonder des intervenantes sur le terrain, puis on va leur demander, en fait, on va leur présenter notre concept de reprise du pouvoir des femmes sur la sécurité, puis on va leur demander, en fait, c'est quoi les pratiques qui, selon elles, influenceraient ce sentiment-là chez les femmes pendant un séjour. Puis, suite à ça, on va générer certains thèmes qui vont nous mener vers des hypothèses de recherche. Donc, on a mené 4 focus groups auprès de 18 intervenantes qui avaient entre 3 mois et 25 ans d'expérience au moment des entrevues. Et de ces groupes-là ont émergé, en fait, 8 thèmes. Fait qu'il y a 8 éléments que les intervenantes nous ont dit qui, selon elles, devraient avoir un impact sur la reprise du pouvoir des femmes sur la sécurité.
Et c'est à partir de ces thèmes-là qu'on a développé notre questionnaire maison, donc le troisième outil que je vous ai présenté ce matin, qui va nous permettre d'aller voir la boîte noire, là. Qu'est-ce qui se passe pendant un séjour qui influence la reprise du pouvoir sur la sécurité. Ça, c'est les 8 thèmes qui ont émergé. Donc, je vais les présenter brièvement. Le premier, c'est la qualité de l'accueil. Et là, je vous dis, là, les 8 thèmes, là, on est à l'étape présentement des hypothèses. Donc, on pense que ça a une influence, mais il va falloir aller le tester. La première, c'est la qualité de l'accueil. Donc, les intervenantes nous ont dit que l'accueil, c'est vraiment la clé pour le reste du séjour. Donc, on parle d'un accueil qui est chaleureux, qui est apaisant, où les femmes sont crues, entendues, validées. Et pour l'intervenante, l'accueil, c'est primordial parce qu'un accueil de qualité incite généralement les femmes à vouloir rester en maison d'hébergement, puis ça permet aussi la création du lien de confiance. Fait que l'accueil serait une pratique déterminante au niveau de la reprise du pouvoir pendant un séjour. Dans notre questionnaire maison, dans notre outil maison, on a développé 6 items pour aller mesurer la qualité de l'accueil. Fait que je vous ai mis un exemple sur le PowerPoint. Donc, un exemple d'un item, c'est « À mon arrivée en maison d'hébergement, l'intervenante m'a bien accueilli ». Le deuxième thème qui est ressorti, c'est la perception de la sécurité. Donc, selon les intervenantes qu'on a sondées, plus les femmes sont rassurées, plus elles ont des explications précises sur les dispositifs de sécurité en maison d'hébergement, plus elles savent quoi faire si, par exemple, elles sentent que leur sécurité elle est menacée quand elles sortent de la maison, etc., bien, plus elles peuvent relâcher leur vigilance, puis profiter du moment de répit en maison d'hébergement, ce qui leur laisserait l'espace pour réfléchir, se projeter dans le futur où elles seront en sécurité. Dans notre questionnaire maison, on a développé 3 items pour le mesurer. Un exemple, c'est « Pendant mon séjour, les intervenantes m'ont expliqué les mesures de sécurité pour garder les lieux sécuritaires et confidentiels. » Le troisième, et ça semble assez simple, mais c'est le sentiment de bien-être. Donc, on parle d'un lieu qui est calme, paisible, chaleureux, sans violence, où on prône le non-jugement, la transparence. Et pour les intervenantes, en fait, plus les femmes se sentent bien dans un séjour, donc elles sentent que c'est calme, que c'est agréable, que c'est paisible, bien, plus elles auront l'espace pour reprendre du pouvoir sur leur sécurité. On parle ici vraiment du climat. Donc, dans notre outil, on a développé 4 items pour le mesurer. Un exemple, c'est « Je me suis sentie confortable en maison d'hébergement pendant mon séjour ». Le 4e thème qui est sorti, c'est tout ce qui a trait aux pratiques conscientisantes, donc la conscientisation. C'est-à-dire, plus les femmes en savent sur la violence conjugale et ses racines dans le patriarcat, dans les inégalités hommes-femmes, plus elles comprennent leur situation d'un point de vue, je ne sais pas si théorique est le bon mot, là, mais les stratégies qui ont été employées par l'agresseur, la socialisation, le cycle, les formes de violence, plus elles vont avoir un regard élargi sur leur situation, se déresponsabiliser, et ça devrait contribuer à la reprise du pouvoir. Donc, nous, dans notre questionnaire, on a développé 13 items pour mesurer les pratiques axées sur la conscientisation. Un exemple d'item, dans mes interactions avec les intervenantes, nous avons parlé du fait que je ne suis pas responsable de la violence que j'ai subie. Est-ce qu'il me manque? Ah oui, pardon. OK. Le 5e thème, c'est toutes les pratiques au niveau de la solidarité, donc qui permettent aux femmes de développer un sentiment d'appartenance aux autres femmes hébergées, à s'allier entre elles, des pratiques soutenantes. Donc, on parle, par exemple, de discussions entre les femmes, tous les groupes animés par des intervenantes, puis on a inclus le formel et l'informel dans notre outil maison. Et on a développé 8 items pour le mesurer. Un de ces items-là, c'est « Pendant mon séjour, les intervenantes m'ont encouragée à créer des liens avec les autres femmes hébergées. » Et finalement, un autre thème qu'on a développé par rapport à notre outil maison, c'est toute la défense des droits. Et ça semblait être vraiment une des pratiques qui était centrale quand on parlait de reprise du pouvoir avec les intervenantes, dans l'optique où plus les femmes, pendant un séjour, en apprennent sur leurs droits,
sur le droit des femmes, plus elles sont préparées, par exemple, à aller à des rencontres avec l'avocat, avec la DPJ, plus elles savent que, par exemple, elles peuvent résilier leur bail, elles peuvent refuser des choses. Non, elles n'ont pas accepté un cours de co-parenting. Non, elles ne sont pas obligées d'aller en médiation. Non, ce n'est pas vrai que Immigration Canada vont les déporter si elles mettent fin au parrainage. Donc, tout avoir cette connaissance-là au niveau de leurs droits et d'avoir des intervenantes qui les accompagnent dans cette défense de droits-là, plus les femmes devraient reprendre du pouvoir sur leur sécurité. Et on a développé 6 items pour le mesurer. Un exemple, c'est pendant mon séjour, les intervenantes m'ont fourni les interventions nécessaires pour mieux connaître mes droits. Et finalement, on a 2 thèmes qui ont émergé des groupes focus et qui, en fait, qu'on va être capable de mesurer avec une échelle psychométrique qui existe déjà. Notre deuxième outil, en fait, que je vous ai présenté initialement, l'importance d'adapter ces pratiques parce que les femmes arrivent avec des problématiques différentes, parfois complexes, donc violence conjugale, santé mentale, consommation, trauma, itinérance, des choses comme ça. Fait que l'importance que les intervenantes puissent s'adapter à ces réalités-là. Et le 8e thème, c'est de valoriser les forces et les habiletés des femmes. Fait que ça, on va le mesurer avec le SDPS, qui est un questionnaire à 9 items. Donc, un exemple, c'est un exemple de question. Qu'elles soient d'accord ou non, les intervenantes respectent la façon dont je gère les choses. Alors, combien de temps il me reste, Laura? J'ai perdu un petit peu le temps. Il me reste 2 diapos. Environ 5 minutes, oui, c'est bon. OK, c'est bon. Fait à partir de tout ça, ça va nous permettre de, en fait, on va pouvoir porter un regard assez élargi sur les pratiques, mais en même temps, c'est des éléments assez ciblés. Puis on va contrôler pour 4 variables. Donc, on va contrôler pour la durée du séjour. Est-ce qu'il y a une différence si on héberge pendant 2 semaines versus 3 mois? On va contrôler pour le nombre de séjours que les femmes ont effectués en maison d'hébergement. On va contrôler aussi pour la dimension volontaire parce qu'on le sait que la majorité des femmes vont en maison d'hébergement sur une base volontaire, mais il y a certaines femmes qui vont sous contrainte ou menace de la DPJ. Donc, on va évaluer ça aussi. Et on va contrôler pour les manifestations de violence post-séparation. Parce que, évidemment, une femme qui est constamment menacée, harcelée par son ex, bien, elle a beau recevoir les meilleurs services possibles, elle risque moins de reprendre du pouvoir sur sa sécurité pendant le séjour. Mais ça, on ne le sait pas. Fait que là, avec tout ça, avec ce qui est ressorti des groupes focus, puis ce qu'on a développé, on a à cette étape-ci 3 hypothèses qu'on va aller tester. La première, c'est plus une femme reçoit des services centrés sur ses besoins, donc adaptés à ses besoins, plus elle devrait reprendre du pouvoir sur sa sécurité pendant le séjour. Donc, plus on devrait voir le sentiment d'empowerment monter. La deuxième hypothèse, c'est que plus une femme apprécie la qualité des services qu'elle reçoit, donc un bon accueil, elles se sentent en sécurité, elles sont bien en maison d'hébergement, plus on devrait aussi voir le sentiment d'empowerment monter. Et la troisième hypothèse, c'est que plus une femme reçoit des services ancrés dans la perspective féministe, donc axés sur la conscientisation, la solidarité et la défense de ses droits, bien, plus on devrait aussi voir le sentiment d'empowerment monter pendant le séjour. Et là, pour répondre, pour aller tester nos hypothèses, on va tenter, puis je dis on va tenter, on essaye de voir gros, puis on va voir si ça va fonctionner ou non, mais on aimerait ça recruter 200 femmes et les suivre pendant leur séjour en maison d'hébergement. Donc, leur faire passer notre questionnaire sur la reprise du pouvoir 72 heures après leur arrivée en maison d'hébergement et à nouveau au moment où elles quittent. Puis, entre-temps, au moment où elles vont quitter, on va aussi leur faire passer un questionnaire sur les services reçus que je vous ai présenté dans les dernières minutes pour voir un peu quelles pratiques ont une influence sur leur reprise du pouvoir sur la sécurité. Et je vais conclure là-dessus. Selon notre équipe, en fait, il y a eu 5 conditions gagnantes qui font en sorte que ce projet-là s'est quand même assez bien déroulé jusqu'à présent. La première, c'est évidemment, il y avait une relation de confiance initiale avec les maisons d'hébergement parce que de rentrer là puis de dire on va évaluer vos pratiques, comme je le disais au début, c'est assez intrusif,
mais il y avait cette relation de confiance-là, et là encore, je l'espère, puis tout s'est fait en équipe. Donc, on a toutes pris les décisions par consensus, on a toutes choisi les outils, on les a traduits ensemble, donc absolument tout s'est fait en équipe. La deuxième condition gagnante, c'est qu'on a respecté les principes de la recherche féministe. Donc, évidemment, quand on se lance dans une recherche avec un devis mixte, ce n'est pas toujours évident, mais on le fait, puis on a vraiment gardé au cœur de nos préoccupations les besoins des femmes victimes de violences conjugales, puis je vous dirais la préoccupation des intervenantes de toujours travailler pour améliorer leurs pratiques dans ce sens-là. La troisième condition gagnante, c'est le fait qu'il y avait une intervenante désignée à l'interne pour leur projet dans les maisons d'hébergement. Quand on a validé notre échelle initialement, ça a été beaucoup plus facile parce qu'on savait exactement avec qui communiquer. Puis, si cette intervenante-là partait en congé maternité ou quelque chose, bien, on pouvait faire un suivi avec le reste de l'équipe, puis le projet ne se perdait pas dans les cracks, disons. La quatrième condition gagnante, c'est qu'on a développé un protocole de suivi assez régulier avec les maisons participantes. Donc, quand on leur envoyait les kits, on faisait un suivi 1 mois après, 3 mois après, un autre 6 mois après, juste pour s'assurer que est-ce que ça va bien, est-ce qu'il y a des défis. Puis ça, on trouve que ça a été assez bénéfique, même si ça a été assez énergivore, parce qu'on avait 17 maisons qui ont participé à la première phase. Donc, ça veut dire, j'ai fait le calcul, 68 suivis. C'est beaucoup, mais ça a valu la peine. Puis ça permet aussi de rectifier s'il y a des choses qui fonctionnent moins bien ou qu'il y a des défis. Et finalement, puis ça peut paraître très, très simple, là, mais évidemment qu'on payait les femmes qui participaient à l'étude et on va continuer de le faire. Puis évidemment que c'est une pratique qui a aidé parce que les intervenantes nous disaient que ça aide les femmes, mais au-delà de ça, ce n'était pas vraiment l'argent qui motivait les femmes. Les femmes, ce qu'elles voulaient, c'était d'être entendues puis d'aider aussi d'autres femmes à travers le projet. Fait qu'on était vraiment contents d'entendre ça. Puis les femmes ont aimé aussi, puis là, on s'entend, c'est un questionnaire psychométrique, là, mais les femmes ont aimé remplir l'échelle de reprise du pouvoir sur la sécurité parce que ça leur donnait des mots, puis ça leur permettait de voir un peu où ils en étaient dans leur cheminement, où ils étaient rendus. Fait qu'on trouvait ça assez positif qu'elles aient aimé utiliser cet outil-là. Donc, je vais m'arrêter là-dessus. Je pourrais prendre des questions s'il y en a.